Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle page de culture. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux origines historiques mais aussi légendaires des Jeux olympiques antiques. Les Jeux olympiques eurent lieu de 776 avant Jésus-Christ jusqu'à 393 après Jésus-Christ, soit près de 1200 ans. On les doit au roi des Lydes, Iphitos, qui les organisa dans la ville d'Olympie. Les Jeux olympiques étaient très attendus dans toute la Grèce et rassemblaient plus de 50 000 personnes. Mais quittons un instant l'histoire pour rêver et intéressons-nous à ses origines légendaires. Dans la mythologie grecque, il y avait souvent plusieurs versions d'un même mythe. Le mythe de la création des Jeux olympiques ne fait pas exception. J'ai choisi de vous parler de la version de Pindare, qui désigne le héros Pélops comme le fondateur des Jeux. Pourquoi cette version? Parce qu'elle allie histoire d'amour, trahison, tricherie, tout cela dans une atmosphère de drame familial, bref, de quoi nous régaler. Le roi d'Élide et Nomaos avait une fille, la très belle Hippodamie. Nombreux étaient les jeunes gens qui rêvaient de l'épouser. Cependant, l'oracle de Delphes avait un jour prédit au roi qu'il serait tué par son gendre. Et Nomaos n'avait donc pas intérêt à ce que sa fille se mariât. Il devait donc trouver un moyen d'éliminer les prétendants. Or, il possédait des chevaux merveilleux que lui avait donnés son père, qui n'était autre que le dieu de la guerre, Arès. Le roi proposa donc à ses possibles futurs gendres une course de chars. Si Enomaos gagnait, le prétendant était tué. S'il remportait la course, il pouvait se marier avec la belle Hippodamie. Mais il s'agissait évidemment d'un marché de dupes, car, avec ses chevaux divins, Enomaos était certain de gagner chaque course. Il se débarrassait ainsi de tous ses gendres. C'est alors qu'apparaît Pélops, dont la beauté ne laissait pas la belle Hippodamie indifférente. Mais celui-ci était bien décidé à ne pas subir le même sort que ses prédécesseurs. Il conclut alors de devancer le sort en soudoyant l'écuyer d'Enomaos, un certain Myrtilos. Enomaos propose au petit écuyer de passer une nuit avec la somptueuse Hippodamie. En échange de ce privilège, il devrait saboter le char de son maître. Comme on dit, la fin justifie les moyens. L'écuyer accepte ce marché fort peu éthique aussi bien d'un côté que de l'autre. La course a lieu et le piège fonctionne. Enomaos perd un essieu et meurt dans l'accident. Comme si cela ne suffisait pas, Pélops décide de tuer aussi Myrtilos afin de ne pas honorer sa part de marché. Afin d'expier ce crime, Pélops va instituer la coutume des Jeux olympiques dans le site sacré d'Olympie en Élide. L'Élide se situe dans la péninsule du Péloponnèse, région qui a gardé le nom du héros Pélops. Olympie était un sanctuaire panhellénique, c'est-à-dire qu'il n'appartenait à aucune cité, mais à tous les Grecs. Il s'agissait donc d'un lieu idéal pour organiser les Jeux. Les Jeux olympiques étaient étroitement liés au culte de Zeus et revêtaient un caractère sacré, si bien que les différentes cités qui y participaient, très belliqueuses habituellement, concluaient une trêve durant la durée de ces Jeux. Les cités qui ne respectaient pas cette trêve étaient frappées d'amende. Les Jeux avaient lieu tous les 4 ans. La période séparant deux sessions de Jeux olympiques s'appelle une olympiade. Il ne faut donc pas faire d'olympiade un synonyme de Jeux olympiques, comme on l'entend souvent. Les femmes mariées n'avaient ni le droit de participer, ni celui d'assister aux Jeux. Les jeunes filles vierges pouvaient en revanche être spectatrices. Seuls les hommes libres et grecs pouvaient participer. Les Jeux étaient donc l'expression la plus crédible de l'unité grecque dans sa diversité. En effet, il n'y avait pas d'unité administrative ou monétaire du monde grec qui était divisée en de nombreuses cités. Mais il existait une unité religieuse et culturelle indéniable, symbolisée par cette trêve durant la durée des Jeux. Les athlètes concouraient nus. En grec, nu se dit gymnos. C'est pourquoi l'on parlait des Jeux gymniques. D'ailleurs, le mot gymnase vient de la même racine. Pour les premiers Jeux, les Grecs revêtaient un caleçon assez moulant,
Alors cela peut paraître étrange aujourd'hui, mais le passage de la nudité, le passage à la nudité fut considéré comme un progrès. Il faut savoir que pour les Grecs, l'idéal de la beauté était symbolisé davantage par les hommes que par les femmes. D'ailleurs, la statuaire grecque nous le prouve, les hommes étant souvent nus alors que les femmes demeuraient habillées. Les athlètes soignaient le corps avec de l'huile d'olive et se saupoudraient de sable afin de limiter la déperdition d'eau, faire ressortir les muscles et paraître plus impressionnant. À la fin des épreuves, l'athlète enlevait ce mélange d'huile, de sueur, de sable et de poussière avec un instrument recourbé qu'on appelait le strigile. Pierre de Coubertin s'inspira de l'esprit des Jeux olympiques antiques pour créer les Jeux olympiques modernes. En réalité, les deux versions n'avaient pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. Alors qu'aujourd'hui on dit que l'important est de participer, durant les Jeux olympiques, seule la victoire comptait. D'ailleurs, il n'y avait pas de prix pour les deuxièmes ou les troisièmes, le vainqueur de l'épreuve était récompensé et il n'y avait pas de lot de consolation. Les Grecs auraient même trouvé choquant qu'un lutteur perdant en finale se voit récompensé. Il faut aussi préciser que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la flamme olympique ne correspond à aucun rite antique. Les Jeux commençaient par les épreuves hippiques, la première étant la course de quadrige, des chars tirés par 4 chevaux. Les concurrents devaient parcourir 12 tours de piste, soit près de 14 km. Il y a ensuite l'épreuve de bige, char tiré par 2 chevaux, sur 9500 mètres, ainsi qu'une course montée. Il faut préciser que ce n'était ni le jockey ni l'orige qui remportait le prix de la victoire, mais le propriétaire des chevaux. C'est ce qui explique qu'il y a eu une femme dans l'histoire, et une seule, qui a reçu un prix olympique, puisqu'elle était la propriétaire des chevaux vainqueurs. Il s'agissait de Kiniska de Sparte. Il est à noter que même les chevaux concouraient entièrement nus, les Grecs plaçant ainsi l'homme et l'animal sur un même pied d'égalité. Arrivaient ensuite les jeux gymniques, avec le pentathlon. Les 5 disciplines, très différentes, obligeaient les athlètes à être très complets et se déroulaient toutes dans la même journée. Il s'agissait du lancer de disque, du lancer de javelot, du saut en longueur, de course à pied et de lutte. Il existait plusieurs types de courses. L'épreuve reine était le stadion, une course d'un seul stade, c'est-à-dire 192,50 m, soit 600 fois la longueur du pied d'Héraclès. Donc l'information est d'importance. Nous sommes ici en mesure d'affirmer qu'Héraclès chaussait du 46. Grande était la gloire du vainqueur de cette épreuve, car il donnait son nom à l'Olympiade. C'est-à-dire, je le rappelle, au laps de temps séparant 2 Jeux olympiques. Et il y avait aussi le diolos, une course de 2 stades, l'équivalent de notre 400 mètres. Une course de fond avait lieu également, le dolikos, sur une longueur de 24 stades, soit à peu près 4500 mètres. Le saut en longueur était très différent du saut en longueur actuel. Les sauteurs se munissaient d'haltères en bronze. Au moment de l'impulsion, ils envoyaient leurs bras en avant, tenant toujours les poids, ce qui améliorait leur élan. Puis, au milieu du saut, ils les laissaient tomber. Les épreuves de combat étaient très prisées, et on en comptait 3. La lutte. Il s'agissait de faire tomber l'adversaire tout en restant debout soi-même. Le pugilat, l'équivalent de la boxe anglaise. Il fallait mettre son adversaire KO en portant des coups à la tête. Les combattants s'enroulaient les poings avec des lanières de cuir assez rigides. Oh, ce n'était pas pour atténuer les coups, mais bien pour les accentuer. À une époque, on incorporait même des pièces de métal sur les jointures des mains. Inutile de préciser que les pugilistes finissaient souvent leur carrière défigurés. Le pancrace, enfin, était le sport de combat le plus brutal. Tous les coups étaient permis. Les seules introductions étaient de mettre les doigts dans les yeux ou dans les narines de l'adversaire et de le mordre. Les morts n'étaient pas rares dans ce sport. Selon la légende, c'est le héros Thésée qui aurait inventé cette forme de lutte. Les Jeux s'achevaient le 6e jour par la course en armes. Cette épreuve était très symbolique, car cela signifiait que la trêve sacrée allait prendre fin et que les cités pouvaient reprendre leur lutte fratricide. Les athlètes sont récompensés après l'épreuve. Un héros, H-E-R-A-U-T, proclamait le nom du vainqueur, celui de son père et de sa cité d'origine. Il recevait une couronne d'olivier dont les branches provenaient des oliviers sacrés du temple. Elle devait être coupée
avec une faucille en or par un jeune garçon dont les parents étaient encore en vie. Tout cela était donc très codifié. Il recevait aussi un ruban rouge qu'il nouait autour de sa tête. On peut trouver aujourd'hui ces récompenses assez ridicules quand on les compare à ce que gagnent certains sportifs. Mais les vainqueurs devenaient de véritables héros chez eux, car leur gloire rejaillissait sur leur cité d'origine. On peut cette fois-ci comparer la fierté éprouvée par les habitants d'une cité victorieuse à celle éprouvée par les habitants d'un pays dont l'athlète reçoit une médaille d'or aux Jeux olympiques modernes. L'athlète vainqueur pouvait espérer des avantages jusqu'à la fin de sa vie. Une récompense monétaire, il pouvait faire carrière dans la politique. À Athènes, un champion olympique pouvait être entretenu jusqu'à la fin de sa vie. On lui érigeait une statue, lui composait des poèmes, on pouvait même frapper des monnaies à son effigie. Bref, il accédait à une certaine immortalité, restant dans la mémoire des hommes. Les champions faisaient naître chez le commun des mortels des sentiments assez confus, mélange de respect et de crainte. Car les Grecs pensaient que les dieux jouaient un rôle important dans la victoire d'un athlète. On se méfiait donc d'une personne protégée des dieux. La gloire de l'athlète vainqueur était telle que les cas de tricherie avérés sont nombreux durant l'Antiquité. L'époque contemporaine n'a donc pas l'apanage de ce genre de pratique. L'athlète devait au début des Jeux prêter serment et promettre de respecter les règles. La tricherie était donc punie par des peines d'amende, voire par des coups de fouet. Avec l'argent récolté, on fabriquait des statues de Zeus que l'on plaçait le long du passage pour entrer dans le stade. Le nom des tricheurs était gravé sur le socle. Ainsi, leur déshonneur passait à la postérité et ces statues représentaient pour les athlètes qui pénétraient dans le stade un rappel à l'ordre constant. Beaucoup de tricheurs antiques sont même connus encore aujourd'hui. Le plus célèbre étant l'empereur romain Néron, dont le palmarès fut effacé par la suite. Ce sont les chrétiens qui ordonneront l'arrêt des Jeux olympiques en 393, les considérant comme païens. L'empereur Théodose fera incendier les installations d'Olympie en 426, tout comme les temples grecs et romains, les statues magnifiques du Panthéon de leurs aïeux, et combien d'autres chefs-d'œuvre perdus pour toujours, sacrifiés sur l'autel de l'intolérance et du radicalisme religieux. Nous espérions tous que cette époque de barbarie où l'on détruisait des temples et des œuvres d'art était révolue. Mais c'était sans compter sur la capacité humaine à replonger dans les ténèbres de sa propre médiocrité. Mais ceci est une autre histoire. Merci et à bientôt.